évocateur pour moi. Euh, je vais vous raconter un parcours éthique épique. Laissez-moi tranquille, je n'en peux plus, arrêtez, je ne veux plus rien, refus de soins, de traitement, de contact, parfois même plus un regard pour se raccrocher, se rapprocher. Perte de sens qui interroge au plus intime sur le sens même de la vie. Médecins et soignants désemparés, bienveillants toujours, culpabilisés souvent de ne pas pouvoir, en colère parfois du don, du refus de ce don, de leurs bons soins, du refus de ce qu'ils pensent être bien pour l'autre, de ce que la science recommande, des recos, déchirés entre l'abandon, tant pis pour lui s'il ne veut pas se faire soigner, la contrainte et l'intimidation. Vous ne pouvez pas refuser la toilette, on ne va pas y passer la matinée, il n'y a pas que vous. Si vous refusez l'intervention, vous allez mourir. Ce matin, vous aviez dit oui, interrogeant la complexité du refus et le caractère volatile et éphémère du consentement. Alors anticipons et écrivons ces fameuses directives anticipées. Mais que dire devant cette page blanche ou devant ce QCM où d'une croix vous supprimez l'intubation, le massage cardiaque et le passage en réa? Comment se projeter si loin, être certain que l'on se sent encore invincible, en bonne santé, jeune et la tête remplie de projets? Et si la maladie est là, Parkinson, maladie de Charcot, cancer de mauvais pronostic, les premiers signes de sénescence, comment aborder ce moment tant redouteux où la peur, l'extrême fatigue, la souffrance du deuil de sa propre vie, la douleur insuffisamment prise en compte, le manque de souffle, les effets des drogues ou l'impossibilité de communiquer vous rendront incapable de prendre vos propres décisions? Et si dans cette tension extrême, entre se laisser aller et poursuivre la lutte, je peux encore m'exprimer par le regard, le mouvement des lèvres, un mouvement de doigts, une réponse binaire oui-non, que feront les soignants? Mon propos aujourd'hui est de réinterroger nos capacités à consentir, à refuser, à anticiper le pire, dans un mouvement évolutif permanent, à la fois personnel, neurocognitif et environnemental. Comment préserver la dignité, le libre choix, les principes d'autonomie, de bienfaisance, de proportionnalité, de justice? Comment écrire et quand les directives anticipées? Commençons par les directives anticipées. Code de santé publique 2002, renforcé et opposable depuis 2016, c'est impossibilité de prendre soi-même ses propres décisions. Plus de renouvellement nécessaire et validité sans limite. Suivant France en santé, taux de remplissage 8% en 2021. Pour le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, ce chiffre augmente tout en restant faible, même si 30% des patients, des personnes interrogées en connaissent l'objet. Sur un échantillon de personnes de 50 ans et plus, le taux de rédaction des directives anticipées est estimé à 11%. En pratique, très rares sont les personnes qui brandissent leurs directives anticipées, en dehors des pro-euthanasie de la DMD. Mais qui est-il écrit dessus? Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas d'acharnement dans l'immense majorité des cas. Je veux une aide à mourir, je ne veux pas être un légume pour certains. Je ne veux pas être à charge si je n'ai plus ma tête. Je veux mourir pour d'autres. Je veux mourir dans la dignité. La personne de confiance, loi du 4 avril 2002 sur le droit des patients et le principe d'autonomie, est parfois écrite. Mais la plupart du temps, elle est désignée oralement. Et alors souvent autodésignée. C'est moi la personne de confiance, exclamera la fille de cette personne atteinte de démence. Voici bientôt 20 ans que ces directives anticipées sont inscrites dans la loi, et pour moi, c'est un échec. Les freins sont nombreux. Du manque de formation en communication des médecins, du manque de temps, de la raréfaction des médecins libéraux, pourtant les mieux placés, en l'absence de reconnaissance forfaitaire. Les directives anticipées ne se remplissent pas en 5 minutes en fin de consultation. De l'absence de campagne d'info, d'incitation par l'assurance maladie de pouvoir bénéficier d'une consultation spécifique, pourquoi pas, mais aussi l'idée de l'échec de la médecine, dans des cursus de plus en plus formateurs d'ingénieurs en médecine, de techniciens hyper spécialisés en numérique, ingénierie médicale et nanotechnologie. Et surtout, le tabou de la mort, où cette dernière finit par devenir suspecte d'une erreur médicale, même à Chentan, de quoi est-il mort? Dans nos sociétés où la mort est de plus en plus déniée, bien que de plus en plus exposée, montrée, jouée, banalisée, faisant partie de nos images quotidiennes. Écrire alors que l'on est atteint d'aucune pathologie sévère révèle un exercice de voyance. Comment envisager réellement cette incertitude même de la vie? Et effectivement, en dehors du trauma crânien gravissime, de l'accident vasculaire cérébral massif ou de l'anoxie cérébrale pour lequel on peut envisager une limitation à traitement en cas d'état végétatif persistant, au moins 6 mois après l'accident tout de même, et écrire que l'on refuse la poursuite des traitements instaurés et de l'alimentation, l'hydratation, etc., il est impossible d'envisager toutes les situations. Alors,
Écrire les directives lorsque la pathologie grave, potentiellement évolutive et mortelle, fait effraction dans la vie. Mais quand? Il me semble difficile de lier l'annonce, le diagnostic et la rédaction des directives anticipées, mais la présence d'une équipe de soins palliatifs me semble indispensable pour entendre les premiers mots, faire connaissance, rassurer sur les représentations. J'avais soi-disant un petit cancer du sein et on me faisait une petite chimiothérapie préventive. Et maintenant, je suis en soins palliatifs avec un gros cancer, me disait cette jeune patiente en colère et totalement bouleversée. Mais alors quand? L'écriture en fin de vie dans les USP me fait penser au croque-mort de Lucky Luke prenant les mesures. Quelles mesures, justement? Quelle temporalité? Quels mots? Ne pas souffrir, ne pas subir d'acharnement, entend-on répété en boucle par les patients et surtout leurs familles. Or, dans nos pratiques, beaucoup de ces personnes subissent déjà de l'acharnement à leur insu, et je prends ce mot intentionnellement, car ce sont leurs mots. Comment faire pour faire émerger les choix, informer sans détruire, entendre la souffrance, les pertes d'espoir, de confiance, accueillir la parole et parfois la culpabilité de vouloir lâcher alors que tout le monde se bat autour. Comment lâcher mon équipier, me disait récemment ce monsieur, ancien pilote de chasse, face à son épouse lourdement handicapée, aussi relationnelle, victime d'un émouvant et tragique acharnement d'amour. Et puis, au-delà de l'aspect purement médical, thérapeutique, technique, prendre en compte le chant de la vie, ce qui ferait plaisir, aller prendre l'air dehors, sentir le vent, le soleil ou la pluie, revoir son chien, sa maison. Ce qui rassure, ce qui est important pour la personne qui aurait du sens, interroger ses valeurs, ses passions, ses croyances, sa propre compréhension de la maladie et des traitements. Écoutez ses propres mots. La chignole, me disait ce monsieur pour parler de la chimiothérapie. Interroger ses propres objectifs, ses propres représentations. Finalement viendra l'écriture des directives anticipées. Elle ne concerne pas que l'extrême fin de vie, mais tout le parcours. Tout ceci dans une réflexion partagée, soignant, soignée, évolutive et réadaptée lorsque la situation s'aggrave, que de nouveaux traitements ou des actes d'investigation sont proposés. Reprendre pour que la personne puisse se sentir, puisse se dire, se sentir, s'autorise à réaffirmer sa propre volonté au vu de sa propre actualité, qui ne se résume pas à savoir si elle veut être massée, ventilée ou hydratée lorsqu'elle ne pourra plus s'exprimer. Ce modèle d'advanced care planning évolutif qui se redessine et prend forme avec le temps tout au long du parcours donne à la personne soignée le temps psychique, la temporalité nécessaire pour construire, reconstruire en harmonie avec sa famille, ses médecins et soignants son projet de vie, maïeuticien de sa pensée. Il pourra échanger, changer, façonner, envisager les différentes possibilités, les complications éventuelles, les iatrogénies, mais également ses propres choix de vie. Accorder les objectifs de chaque médecin et patient. Ce qui est scientifiquement possible n'est pas éthiquement souhaitable nécessairement. Combien voyons-nous de gestes chirurgicaux de trop? Combien de transferts pour des traitements de dernière chance sur le continent? Des énièmes lignes de chimiothérapie? Il est un moment où le temps des médecins doit se rendre léger, en mode veille active, pour permettre de prioriser le projet de vie, le temps familial, le temps du soi, le temps de la réappropriation du corps et de l'espace. User ses dernières forces, ses derniers moments, ses dernières paroles, non plus pour subir et endurer des traitements et actions déraisonnables, mais pour se recentrer sur ce qui est essentiel pour soi et les siens. Réenvisager ensemble tout au long de la maladie les souhaits, les espoirs, les craintes. Où se situe la personne en ce moment? Réinterroger sur sa propre notion d'obstination. Pensez-vous que nos actes sont de l'obstination? Acharnement est plus clair pour les patients justement car il sous-entend la violence. Quels objectifs? Savoir si on est en accord avec ses propres valeurs. Cet accompagnement doit être le travail des équipes de soins palliatifs, mis dans la boucle le plus précocement possible pour avoir le temps de se connaître, le temps de se reconnaître, le temps de se faire confiance et d'établir une relation permettant à la personne d'avoir une équipe ressource, mais qui aura pour mission de savoir transmettre toutes les informations aux différents acteurs de soins pour limiter au maximum les ruptures de soins, les incohérences, les propositions isolées et souvent inadaptées. Ces propositions de soins et de traitement aboutissent fréquemment à des situations de refus, conflits opposants, le médecin ou le soignant au sujet. Ce qui est souhaitable et utile au patient est refusé par ce dernier. Que se joue-t-il?
Dans le refus s'exprime l'autonomie, avis du CCNE 2005. Le libre choix. Que refuse le patient en fait? Le déni de la pathologie peut rendre la proposition médicale inadaptée. Mon cancer m'est guéri. Inutile, je ne me sens pas malade. Rarement, le refus total de toute relation, l'insuffisance ou l'absence d'information, refus de savoir, opposition farouche de l'entourage, ne lui dites pas sinon elle va mourir. Sur les symptômes, les traitements, leurs conséquences et objectifs aboutissent à une perte de sens, d'humanité, perte de confiance, suspicion et rupture. L'annonce brutale, sans prendre le temps, aboutit au même résultat. Je lui ai tout dit, il n'a rien compris. Le médecin a obligation de tenter de comprendre les mécanismes du refus, d'apporter des éléments permettant un meilleur éclairage, partagé entre paternalisme, mais si pour votre bien, soyez raisonnable et chantage. Si vous ne voulez pas vous soigner, alors il peut aussi exprimer une forme de harcèlement dans l'insistance à rappeler le droit au refus tout en soulignant la possibilité de changer d'avis. Ou au contraire, c'est piégeant dans l'idée que la parole est sacrée. Accepter ce refus au risque d'abandon et de déresponsabilisation. Il ne veut pas se faire soigner. Dans l'expression du refus, l'autonomie vient en contradiction avec le principe de bienfaisance et de proportionnalité, voire de justice distributive que le médecin considère à juste titre prioritaire. Son origine varie au cours du temps et de la situation. Encore autonome à l'annonce, peur des examens, du diagnostic, des traitements, traumatisme de l'éruption de la maladie dans le schéma de vie, conséquences financières, à la perte d'autonomie progressive, puis à l'altération sévère des dernières semaines de sa vie. Lassitude, perte de sens de cette vie, inutilité, repli sur soi, douleur et souffrance insuffisamment prises en compte, épuisement, ne plus faire subir, ne plus subir. Elle varie aussi en fonction des facteurs extérieurs, la qualité de l'accueil, tout personnel confondu. Les familles, les amis, la recherche sur Internet, les fausses idées. Mais le refus, nous le savons, n'est pas refus de tout. Quelle part du soin est refusée? L'anesthésie pour l'examen, la perte des cheveux de la chimiothérapie, la douleur engendrée par les transferts, les positions immobiles sur les tables de scanner et de radiothérapie, l'atteinte à la dignité et à la pudeur. Quel est le niveau de compréhension de la situation, de connaissance de la situation? N'oublions pas que les patients sont de plus en plus confrontés à une multitude d'équipes spécialisées, parfaitement inconnues de la personne, des informations sur le net, des associations de malades qui peuvent avoir des discours contradictoires. Mais le refus relationnel est rare et souvent lié au seul désespoir, au sentiment d'être réduit à une maladie, un corps souffrant, d'avoir été abandonné, maltraité. On le retrouve aussi dans l'atonie psychomotrice pour les sujets atteints de démence, douloureux, souffrants, refusant même d'ouvrir la bouche. Refus de tout. Le refus est aussi la première étape à un consentement éclairé. S'autoriser à dire non d'abord. Entre un consentement béat et un refus de tout avant d'avoir compris, le consentement est un cheminement, un parcours où soignants-soignés, étrangers au début, accordent peu à peu leurs instruments pour jouer la partition qui fera sens. La question du sens qui revient en boucle. Pas de faire ou de ne pas faire, mais quel sens cela a-t-il? Le consentement se construit dans une relation réciproque de confiance, de loyauté, de responsabilité, d'empathie, ou le refus aussi peut être une partie du oui. Le consentement ne veut pas dire consentir à tout et à tout moment, il peut être retiré. Le silence ne vaut pas consentement. Le littré nous apprend consentir de, ne pas s'opposer, consentir à, donner son consentement. Consentir à avoir une sédation profonde et continue. Consentir de, à disparaître. Dans nos USP, nous nous réinterrogeons. Et nous réinterrogeons ce moment, même lorsque c'est écrit, et que la personne est encore en capacité de communication. Mais comment dire? Nous remarquons que vous dormez de plus en plus. Êtes-vous confortable lorsque vous dormez? Voulez-vous que nous nous endormions, que vous nous sédations, que nous sédations comme vous l'aviez demandé? Estimez-vous que ce soit le moment? La réponse est déroutante parfois. Et malgré ce que nous voyons cliniquement, malgré la complexité d'un symptôme réfractaire, la personne parfois refuse, repousse l'ultime instant. Alors, peut-on prendre la décision unilatéralement lorsque la souffrance est évidente et que la famille épuisée, non préparée malgré tout à cette agonie, interroge sur le temps qui reste, que malgré cela, l'esprit se raccroche dans un dernier sursaut à la vie, mais quelle est la part de conscience qui s'oppose? Alors que morphine, hypnovel, kétamine sont la plupart du temps déjà présents. Peut-on se fier à ce nom, à cet ultime refus, alors que le corps semble se restreindre, s'enrouler déjà dans les draps comme pour se soustraire, que toute la clinique montre les signes avant-coureurs du décès?
respecter au risque de ne pouvoir calmer suffisamment, passer outre au risque d'amputer cette dernière volonté. C'est bientôt fini. Complexité et illusion d'un parcours où l'incertitude serait maîtrisée par des directives anticipées écrites une fois pour toutes. Rassurant? Non. Réinterrogeons tout au long. Notre pensée évolue au cours du temps, de la maladie, des annonces, des rencontres. Introduire dès l'annonce d'une maladie grave et évolutive, l'équipe soins palliatifs spécialisée en maïeutique pourrait aider à faire émerger des choix en accord avec ses propres valeurs et vérités, d'organiser pour donner du sens, peut-être faire renaître le désir de relation, de vie et de fixer de manière évolutive et réfléchie ses propres limites. Comprendre le sens du refus, l'accompagner et permettre à l'autre de dire, sans crainte d'être rejeté, la peur, la lassitude, la profonde souffrance du deuil de sa vie. Là aussi, laisser émerger ce qui pourrait faire consentement. Consentir d'être gravement malade et possiblement prochainement mourant. Consentir à remplir encore ses moments de vie, de joie et d'amour. Consentir à refuser d'aller plus loin. L'essentiel n'est pas forcément de parler et faire, mais d'être là et d'écouter pendant tout le chemin. Merci.